Alors j'en profite pour rappeler, donc Aline Le Guluche a fait paraître un livre, J'ai appris à lire à 50 ans, aux éditions Prisma en 2020. Il est prévu une vente dédicace de son livre sur le temps du midi avec la librairie Fnac de Saint-Lô. Simplement, il y a eu, alors visiblement, il y a eu des difficultés dans l'approvisionnement. Donc hier, les livres n'avaient pas été reçus. Peut-être que ce matin, ils allaient l'être. Donc voilà, peut-être que tout à l'heure à midi, vous pourrez acheter le livre et le faire dédicacer par Aline, mais c'est pas encore sûr. Je suis vraiment désolée de ce contretemps. Et je laisse Aline se présenter son parcours et nous expliquer pourquoi elle est là devant nous aujourd'hui pour témoigner de l'illettrisme. Bonjour à tous, acteurs de la lutte contre l'illettrisme, hein, vous l'êtes tous. Je me présente, je suis Aline Le Guluche, porte-parole du programme de la lutte contre l'illettrisme en France et ambassadrice du programme que Lancôme a mis en place pour la lutte contre l'illettrisme des femmes, parce que pour elles, c'est double pénalité quand elles sont au foyer pour élever leurs enfants, la scolarité et tout ce qui va avec. Et aussi la marraine de Pôle emploi Normandie. Alors voilà, j'ai écrit ce livre parce que je suis retournée à l'école à 50 ans. Et ce livre, je voulais qu'il trace le fil conducteur d'une femme ou d'un homme, hein, on peut le mettre au masculin, et comment se déroule sa vie d'illettré, avec tous les embûches, toutes les problématiques et toutes les portes que ça ferme, autant professionnel et le périmètre limité à cause de l'illettrisme aussi. L'illettrisme est une prison intellectuelle. Moi, je dis souvent que l'illettrisme, c'est le mot des mots, et c'est un handicap. Bien sûr, lorsqu'on est illettré, on ne va jamais ouvrir la porte d'une bibliothèque. On va même s'en éloigner le plus loin possible. On ne va pas toucher un livre parce qu'on a honte, parce que c'est compliqué d'avouer aux gens que ce livre, c'est gentil de me le donner, mais je vais le ranger et c'est tout. Donc voilà, j'ai été scolarisée en France, hein, comme tout le monde. Je suis issue d'un milieu rural, une famille de paysans. En Normandie, il y a beaucoup de personnes aussi, hein, des milieux ruraux, enfants de pêcheurs, enfants de paysans, il y en a beaucoup. Et j'étais issue d'une famille de 8 enfants, j'étais la dernière. Et pour moi, l'école, voilà, j'y suis allée à 6 ans. Hein. Sauf que mon premier instituteur était plutôt maltraitant, même très maltraitant, était insultant. Et donc, moi, j'y arrivais, moi, j'avais la possibilité de y arriver, parce que j'étais dans un stress qui ne s'arrêtait jamais. J'avais la boule au ventre aussitôt que j'arrivais dans l'école. Et donc, il en prenait un malin plaisir, je pense, d'insulter, de dévaloriser et de punir les enfants en difficulté scolaire. Donc, je suis restée 2 ans avec cet instituteur. Ça ne m'a pas aidée. Ensuite, bien sûr, j'ai passé une classe. Hein, je suis arrivée en CE1, CE2. Et là, j'ai rencontré un instituteur qui a pris conscience de mes problèmes de lecture et d'écriture. Donc, il m'a rassurée, il m'a encadrée pour que je puisse apprendre le B et le A, que ça fasse bas. Hein, il m'a rassurée, et puis surtout, en fait, il me lisait, c'était ma béquille, avec mon amie Nathalie aussi, parce que j'avais une petite amie qui lisait à ma place les exercices, puisque j'étais bonne en maths. Mais être bonne en maths, ça suffit pas pour dans la vie quotidienne, hein, parce que notre monde est fait ainsi. Tout est lecture, tout est écriture et tout est compréhension.
Donc, si on sort de l'école avec, avec un manque de compétences, bah, comment faire? On est très limité. Et ensuite, on a aussi le désapprendre. On sort de l'école, allez, on sait un petit peu, on sait écrire son adresse parce qu'on l'a recopié, son nom, son prénom, 2-3 bricoles, le, la, les, une, des, tout ça, voilà, on va savoir l'écrire, mais on ne sait pas construire une phrase, on ne sait pas construire, tout simplement construire une phrase à l'écrit. C'est pas beaucoup et en même temps, c'est incontournable. Incontournable. On ne peut pas lire un texte sans le comprendre et le comprendre, on peut pas faire on peut pas. Donc, comment faire pour aller, pour avancer dans la vie? Comment faire pour avoir un travail? Donc, c'est très compliqué pour les enfants qui sortent de l'école à 16 ans avec, sans ces compétences de base. Voilà. Donc moi, il s'est avéré qu'en fait que j'étais dyslexique. Donc c'est là où l'école, à l'époque, c'était pas reconnu la dyslexie. Maintenant, ça l'est, mais il y a toujours des problèmes puisque on manque d'orthophonistes, on manque de personnes pour encadrer ces enfants dans nos écoles. Alors quelquefois, les enfants dyslexiques et autres. Bon, soit qu'on met 2 ans ou plus pour trouver un orthophoniste et puis de l'emmener lorsqu'on travaille et on est parents, on travaille, emmener nos enfants à droite et à gauche, ce n'est pas toujours évident. Alors il y a des choses qui se mettent en place, mais c'est très long, très long, très long, très long. Et c'est un peu compliqué. Alors si peu qu'on ait des parents qui ne soient pas dans la dynamique, qui ne comprennent pas comment faire, qui ne sachent pas, qui soient eux-mêmes en manque de compétences, l'enfant, allez, lui aussi va retomber dans cette problématique qui fera un adulte illettré. À la fin de mon livre, j'ai fait une petite plaidoirie pour dire que les orthophonistes, en fait, leur place, même si je sais bien qu'un orthophoniste c'est médical et qu'il n'a rien à faire dans une école, mais je pense qu'on peut changer les choses puisqu'on est dans un monde où tout évolue, tout est lié, tout ça c'est lié, c'est tellement bien lié que je trouve que les orthophonistes ont tout à fait leur place dans les écoles. Ça serait tellement plus égal pour les enfants. Ça serait l'égalité au sein de l'école. Le mot des mots doit être soigné à l'école par un orthophoniste. Voilà, selon moi, maintenant. Mais c'est vrai que toute la vie de cet enfant va s'écouler de ses connaissances prises à l'école. Moi, ma vie, mes choix de vie ont été faits par rapport à mes connaissances. Parce qu'on ne peut pas s'éloigner de notre vie familiale, on ne peut pas s'éloigner de notre périmètre de famille. On ne peut pas prendre le train comme on veut, on ne peut pas avancer. Donc voilà. Donc, moi, j'avais choisi de quitter l'école à 16 ans pour travailler, parce que ça, par contre, illettré ou pas, illettré, c'est, enfin, il y a 50% des illettrés qui travaillent, qui ont un travail suivi et tout bien. Et donc, moi, j'ai travaillé en usine pendant 15 ans. Donc, dans cette usine, je n'ai pas amélioré mes compétences, qui étaient déjà moindres, très moindres. Du coup, je les ai perdues un peu plus. C'est ça le travail manuel, en fait. Si on ne lit pas et on n'écrit pas au quotidien, on désapprend. C'est comme ça, le cerveau, il est conçu ainsi. Ensuite, pour les personnes illettrées, il est souvent plus facile, en tant que femme, de se marier aussi dans notre entourage. Alors, c'est des choix faciles, c'est des choix pas forcément les bons, puisqu'on est toujours sous la coupe de quelqu'un. On n'est pas libre, on peut pas s'émanciper. On peut pas dire, allez, moi, je le fais comme ça, je vais remplir tel papier, je vais travailler dans telle entreprise. Tout ça, c'est des interdits, c'est des prisons. On peut pas aller dans une bibliothèque. Qu'est-ce qu'on y ferait? Donc voilà, je me marie. Et ensuite, j'ai des enfants. Comment faire pour suivre leur scolarité? C'est là où je rejoins
bien avant que les livres faciles à lire existent, lorsque j'ai eu mes enfants, je leur ai toujours mis des livres dans la main et j'ai toujours, je pouvais pas leur lire, alors des livres, j'en faisais une pièce de théâtre. Voilà, parce que eux, comme ça, ils étaient heureux, ils avaient un livre et puis moi, avec les images, j'imaginais, voilà, je leur faisais une pièce de théâtre et je pense leur avoir donné le goût de la lecture en faisant ça. Parce que, en fait, eux, ils ont très bien travaillé à l'école. C'est eux qui me lisaient les mots de la maîtresse. Je ne leur disais pas que je ne savais pas lire. Je disais, oh, tu te rappelles ce qu'elle a mis la maîtresse parce que c'est trop mal écrit, je ne comprends pas ce qu'elle a écrit. Alors l'enfant me lisait ce qu'elle avait écrit. C'était déjà des stratégies parce que je ne voulais pas que mes enfants voient qu'ils avaient une maman pas comme les autres, voire qu'ils avaient une maman qui était handicapée avec tous ces mots, en fait. Je voulais pas qu'ils me manquent de respect pour autant. Voilà, je voulais rester une maman, tout simplement, et quand même pouvoir les éveiller vers un avenir meilleur. Alors après, lorsqu'il s'agissait des récitations, voilà, il me lisait les premières phrases et puis moi j'enregistrais très bien. Et pour les verbes, pareil. Et puis les verbes, en fait, pour moi c'est comme l'écrit, c'est une chose, mais côté mémoire, pour moi c'est comme une règle de calcul. Je sais que voilà, il avec un S, ça prend ENT au présent. Et ça, je le sais. Je l'ai appris avec Monsieur Beau, mon enseignant. Qui était très, très, très gentil. Je l'ai appris et ça c'est resté. Tandis que les mots, comment que les mots s'écrivent, même maintenant que j'ai écrit ce livre pour justement prouver que dans la vie, le monde n'était pas figé, qu'on pouvait bousculer les frontières, bousculer les portes, et puis de son handicap en faire une force pour aider les gens. Dans ce livre, voilà, je mets bien que je fais toujours des fautes. Je fais des fautes de mots, parce que je confonds le N, je confonds le M, je confonds le T, le D, parce que quelquefois, lorsque j'écris à la main, même tout le temps, j'écris plus vite dans ma tête qu'avec mes mains. Et du coup, ce livre, je l'ai fait parce que j'avais le côté numérique qui est arrivé lorsque je suis retournée à l'école. Et là, avec le numérique, oui, je peux écrire. D'ailleurs, je fais tous mes courriers comme ça, parce que je tape, je lis en même temps, c'est pas la même vision, et je peux me relire, effacer, sans griffonner, recommencer, et ça, c'est décourageant. Et c'est comme ça que j'ai pu faire mon petit chemin à 50 ans et plus pour pouvoir aider les gens. Donc, pour en revenir à mes enfants, ils ne l'ont pas su quand ils étaient petits, ils ne le savaient pas que j'avais des problèmes. Leur père le savait, bien évidemment. Et bon, j'avais appris une liste de chiffres parce que, à l'écrit, parce que faire un chèque, c'était important. Et c'est souvent les femmes qui font les courses, etc. Et donc, j'avais ma liste de chiffres écrits pour pouvoir faire mes chèques. Et sortie de là, je savais remplir après, j'ai bien appris à remplir les papiers de sécurité sociale. À l'époque, c'était toujours la même chose. Le numéro de sécurité sociale en haut, ensuite l'adresse. Donc tout ça, j'arrivais à maîtriser parce que c'était toujours la même chose. J'avais le modèle, je faisais. Tandis que maintenant, on vit dans un monde numérique, pour faire le parallèle, où les supports numériques, les impôts, les allocations familiales, enfin, je remplis plus ça, mais tout change. Pôle emploi, ça varie aussi d'une chose à l'autre. Donc, pour maîtriser tout ça, maintenant, il faut vraiment lire et comprendre. Parce que la compréhension, il y a des gens qui arrivent à lire et qui ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Moi, je lis, et ensuite, pour ce genre de choses très techniques, il faut que je relise plusieurs fois pour bien maîtriser le sujet. Donc,
Maintenant, j'arrive, hein, j'arrive bien. Je ne suis pas super Newman, mais j'y arrive. Et ça, c'est important pour tout le monde. Et c'est là où le fossé social va se creuser de plus en plus. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas illettrés, certes, mais ils ne veulent pas toucher au numérique. Donc, c'est compliqué. Ensuite, dans ma vie professionnelle, 15 ans d'usine, voilà, j'ai désappris. J'ai voulu rentrer à l'hôpital. Enfin, on m'a fait une proposition pour me rapprocher de mon habitation. Et donc, je suis rentrée à l'hôpital de Mantes en 91. Et je pensais tout simplement y travailler pour faire la plonge, pour faire le ménage. Je n'avais pas d'ambition professionnelle. Je m'en interdisais, puisque c'était une zone à risque, hein. Et donc, par contre, l'hôpital avait des ambitions pour moi, auxquelles je ne pouvais pas répondre, selon moi. Donc, il a fallu que j'apprenne. Ils m'ont mis à la fabrication des entrées, des desserts pour les patients. Donc, il a fallu que j'apprenne à écrire tomate, concombre, yaourt, tous ces mots. Je ne savais pas écrire tomate. Comment on écrit tomate? Je ne sais pas. Donc, au début, je laissais vraiment mes collègues faire. Je leur disais, non, non, allez, tu fais comme d'habitude, tu prends la commande de la journée, et puis moi, je fais le manœuvre. Je savais très bien faire à manger. Enfin, voilà, je travaillais de mes mains, et ça, je savais faire. Mais par contre, lire et écrire ensuite la production, c'était autre chose. Donc, j'ai ramené les productions à la maison. C'était pas, pour vous, ça paraît pas, sûrement et heureusement, pas très compliqué, mais concombre, tomate, yaourt, pâté, tout ça, donc je ramenais à la maison, et c'était toujours, bien sûr, les menus de la semaine. Les menus d'hiver ou les menus d'été, c'est les mêmes sur 15 jours. Donc, et puis au bout du compte, avec le temps, c'est toujours les mêmes mots. Et donc j'arrivais, je recopiais. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait des collègues qui faisaient des abréviations pour les mots. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai caché T pour tomate, plutôt que de m'entêter à vouloir l'écrire correctement. Un S pour salé, 2 S pour sans sel. Voilà. Au début, j'écrivais sans, j'essayais de l'écrire du mieux que je pouvais, mais ça n'allait jamais. Je faisais toujours des fautes. Enfin, c'était soit pas dans le bon sens, soit que je mettais un A à la place du E ou un E à la place du A, et etc. Donc c'était toujours très humiliant, toujours très désagréable, toujours beaucoup de stress. Donc j'évitais de le faire, mais quand même je ramenais du travail à la maison pour essayer de m'améliorer. Parce que au cas où, il fallait que je sache quand même me débrouiller. Ensuite, il a fallu que... ils m'ont encore changé de poste à plusieurs reprises, parce qu'à l'hôpital, c'est ça, hein, sur 15 ans de restauration, il a fallu que j'évolue, il a fallu que j'aille aux formations, Mais moi, à un moment donné, j'ai demandé une formation pour une remise à niveau. Donc c'est ma fille qui m'a écrit le courrier. Et le courrier, ils ne l'ont pas compris parce qu'il était trop bien écrit. Donc c'est le cercle vicieux. On n'arrête pas de... Les gens ne comprennent pas. Si on fait un courrier de remise à niveau, si ton courrier est très bien écrit, tu n'as pas besoin. Donc ça ne sert à rien. Donc les années ont continué, et moi j'ai continué à me cacher, et j'ai continué à évoluer quand même intellectuellement. J'ai continué à m'améliorer sans être sans pour autant écrire des phrases et écrire un courrier, mais les mots du quotidien dans mon travail, je commençais à les maîtriser un petit peu. Et ensuite, je suis allée dans les étages, parce que l'hôpital, c'est une grande institution où on bouge, rien n'est figé dans le temps.
Et on va où il y a de la demande, et aussi il y a la pénibilité avec le travail, et en vieillissant, le physique s'use. Et donc voilà, je suis allée dans les étages, et là il y avait de nouveaux problématiques qui s'annonçaient à moi, auxquelles je n'avais pas pensé, puisque j'allais dans les étages pour faire quoi? Pour servir les repas que je faisais en cuisine, donc c'est pour servir les plateaux. Donc je pensais que pour moi la tomate, que ce soit en cuisine ou dans les étages, elle restait toujours la tomate, quoi. Mais non. Non, non, la vie n'est pas comme ça. Et dans les étages, on rencontre les pathologies. Il faut s'y adapter. Il faut... moi, je ne savais pas ce que c'était. Je savais faire un sans graisse, mais je ne savais pas... je savais pas les pathologies qui allaient avec le sang graisse, le diabétique. Bien sûr, je savais fabriquer le plateau, mais voilà. Une pancréatite, voilà, je ne savais pas ce que c'était. Et non seulement je ne savais pas, mais si fallait que je le lise, ben, je ne peux pas le lire. Je ne peux pas le lire parce que ce mot-là, déjà, je ne sais même pas qu'il existe à l'époque. Enfin, j'avais pas la gymnastique intellectuelle pour faire ça. Donc voilà, on lâche des gens comme ça, sans qu'ils soient plus affinés que ça dans leur futur travail. Et il fallait aussi que je passe la commande des repas des gens. Donc là, j'avais une petite Game Boy, on appelait ça, c'est des petits carrés là au début. Ensuite, c'est passé à la tablette. Et c'était tout de même des supports numériques déjà. Et il fallait lire et lire à voix haute aux gens, poulet braisé ou poisson pané, mais lire à haute voix. Et ça, j'en étais incapable. Donc j'ai travaillé beaucoup dans mon office. Je lisais le menu avant d'aller chez les gens, d'aller dans la chambre des gens pour leur demander ce qu'ils voulaient manger et puis valider leur repas. Et donc souvent je regardais dehors, même tout le temps, je regardais dehors pour ne pas les regarder dans les yeux. Je pouvais très bien me tromper, ce que j'ai fait. Je me suis trompée à plusieurs reprises. Et voilà, au lieu de commander du poulet, j'ai très bien pu commander du poisson, puisque les deux commencent par un P. Et c'est une gymnastique qui se met en place petit à petit. Et avec le temps, j'y arrivais de mieux en mieux. Mais j'avais toujours je ne maîtrisais pas. Toujours incapable de faire une phrase, la construire et puis et pouvoir être à l'aise avec. Donc, j'ai continué à faire le courrier. Enfin, ma fille m'a fait le courrier et il ne s'est rien passé. Toujours pas de réponse. Donc, voilà, j'ai commencé vraiment à être très fatiguée moralement. Je frôlais la dépression. Hein. Je passais plus de temps à me cacher que d'être à l'aise avec mes collègues. Donc ça n'allait plus, quoi. Mon confort de vie personnelle je tombais souvent en petite dépression. Hein. Voilà, je ne suis pas tombée dans une dépression, mais on en voit des gens qui coulent, qui tombent dans l'alcool et tout ça parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils ne se sentent pas bien avec le mot des mots et ils se sentent toujours dévalorisés, ils n'ont pas la force. Et donc le troisième courrier, c'est moi qui l'ai emmené à la DRH. Hein. J'ai dit voilà, maintenant c'est comme ça, il faut à tout prix que je retourne à l'école parce que j'en ai besoin. Il faut que je sois à l'aise avec les mots, il faut que je guérisse de cette maladie. Et donc elle m'a écoutée, j'ai déballé mon sac, j'ai dit que voilà, j'étais capable d'encadrer des jeunes, j'étais capable de faire mon travail correctement, j'étais capable d'aller en formation et de pouvoir apprendre les normes d'hygiène alimentaire. Voilà, mais si on me changeait le bidon bleu, on changeait le produit du bidon bleu, on me mettait toujours un bidon bleu, mais pas avec le même produit dessus. Bien sûr que j'irais pas lire tout ce qu'il y a décrit sur ce bidon, parce que je peux pas le faire. Donc ils m'ont trouvé... au bout d'un moment, et ils m'ont trouvé une école, les compétences clés à Paris.
les compétences clés à Paris. Donc, il a fallu que je prenne le bus, le métro et le train. Alors là, ça me faisait sortir d'une zone de confort. Et cette zone de confort, il a fallu que je la maîtrise. Je me suis souvent trompée, j'ai souvent pleuré, mais bon, il y a des numéros, hein, le métro, le M14, voilà. Il y a des numéros partout qui aident à faire un fil conducteur pour savoir où c'est que tu veux aller. Et donc, j'ai demandé, on m'a aidé, et j'y suis arrivée. J'y suis arrivée aux compétences clés à Paris. Quand j'ai passé ces examens, j'avais peur de ne pas les réussir. Quand j'ai passé mes petits tests pour voir, j'avais peur d'être trop bête. Voilà. J'avais honte de ne pas arriver à faire ce qu'elle me demandait. Pourtant, c'était des choses simples. Et puis, de toute façon, le but, c'était pas que j'y arrive, c'était juste d'établir le problème que j'avais. Donc, je suis arrivée dans cette école et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rencontré des jeunes. J'ai rencontré des femmes de mon âge, des hommes de mon âge, mais des jeunes. Alors là, les jeunes, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible qu'il y ait des mômes de 20 ans dans cette école. Puisque moi, même si dans ma génération, je pensais que c'était un effet de génération, cet illettrisme, je ne pensais pas qu'il y avait des jeunes, puisque mes enfants, eux, avaient réussi leur scolarité malgré mon handicap. J'avais réussi à les motiver, à les faire aimer les livres, l'écriture et leur donner l'envie d'un travail intéressant, et etc. Et là, il y avait des mômes. Mais pourquoi des enfants de 20 ans? Ils sortent de l'école. Mon interrogation. Alors, bien sûr, il y avait l'endroit où vivaient ces jeunes, hein, les familles qui peut-être, elles aussi, avaient des problèmes de lecture, d'écriture. Mais c'est quand même des enfants qui étaient français, scolarisés en France, nés en France. Donc voilà, c'était très étrange. Et ils étaient aussi très marqués par la scolarité. Ils étaient en souffrance, vraiment. Je pense que moi, j'avais honte, ok. Mais eux, ils souffraient vraiment du fait d'être jeunes et de ne pas maîtriser la lecture et l'écriture et toutes les compétences de base. Donc dans cette école, on a ramené nos outils du quotidien, nos besoins du quotidien. On a ramené nos plans de travail, nos besoins de travail, les uns et les autres. D'autres, c'était aussi pour des choses, pour des lois aussi, pour les allocations familiales. Enfin, tout était support de travail, tout était lecture, compréhension, écriture, et comment faire pour pouvoir utiliser l'administration, pour pouvoir régler nos problèmes les uns et les autres, et pouvoir avancer. Ensuite, moi, avec ça, je voulais faire une VAE, une validation des compétences, passer un CAP. Donc, j'y tenais. Et tous les vendredis matins, c'était ma journée, c'était mon vendredi, et j'étais très heureuse d'aller dans cette école pour pouvoir évoluer et revenir avec des petits exercices, avec des choses, pouvoir grandir. Et puis, ensuite, grâce au numérique, j'ai pu faire ma VAE. Et j'ai eu ma VAE parce que c'était quand même 50 pages pour insérer des photos, insérer mon outil de travail du quotidien. Et voilà, ma victoire, c'était d'avoir ce CAP à 50 ans, et j'ai eu mon CAP à 50 ans. Merci beaucoup, Aline. Merci Aline. Est-ce qu'on a vraiment 5 petites minutes avant de passer à l'intervention suivante?
Aline sera sur un stand sur le temps du midi, donc vous aurez peut-être beaucoup de questions ou d'envie, de choses à partager avec elle. Et elle sera ce soir à 40 ans les Marais, à 20h au théâtre, pour témoigner, mais de manière un petit peu plus longue, sur son parcours. C'est ouvert à tous. Il reste des places. Vous pouvez venir à 20h si vous avez envie. Est-ce qu'il y aurait juste une ou deux questions assez rapides avant qu'on passe aux interventions suivantes? Alors oui, il y en a une. Claire Extramiana, devant. Alors voilà, le micro arrive. Oui, merci beaucoup Aline. Ma question est la suivante. Est-ce que vous connaissez des personnes qui ont le même parcours que vous, de votre âge, qui ont donc réappris l'écrit à l'âge auquel vous avez fait cette démarche? Et est-ce que finalement, ces personnes, si vous les connaissez, elles ont eu le même cheminement que vous? Parce que c'est important de savoir comment ça se passe en dehors de cette expérience que vous venez de nous décrire de manière assez explicite, je dirais. Je vous remercie. Alors, des personnes qui ont des problèmes avec... Ensuite, une fois que j'ai eu mon CAP, que j'ai grandi un peu dans ma tête... dans ma liberté intellectuelle, j'ai voulu me mettre au syndicat pour aider justement au sein de l'hôpital pour essayer de remettre quelques adultes à l'école. Et ça a fonctionné. Je savais que j'avais quelques collègues qui de toute façon n'admettront jamais qu'ils ont des problèmes et que celle-ci ne voulait pas. Mais je connaissais d'autres fatigués aussi, parce qu'avec les années de travail physique, il n'y a rien à faire. Les épaules, le dos, ça s'use. Et j'en ai envoyé quelques-unes à l'école, oui, aux compétences clés. Je les ai envoyées à la DRH. Et ensuite, elles ont pu soit passer, faire un diplôme d'aide-soignante pour certaines, ou sinon partir pour d'autres choses, pour d'autres. Mais j'en ai rencontré quelques-unes qui ont eu le courage aussi. Mais par contre, j'en ai rencontré qui ne veulent pas. Et par contre, il n'y a pas d'évolution. La dépression gagne souvent, ou le mal-être, et voilà. Bonjour. J'ai envie de vous féliciter d'abord. Bravo, c'est très frappant votre témoignage, toujours assez bouleversant, mais vous parlez très bien de vos difficultés et très concrètement. Et merci pour ça, parce que vous incarnez vraiment très bien le parcours d'une femme en particulier et les questions liées à une vie de femme, comme l'émancipation ou le choix d'un conjoint, enfin tout ça, c'est des questions qui sont très importantes, et merci beaucoup d'aller sur ce terrain-là aussi. Voilà. Moi, je suis Christine Loquet, je viens aux voisines de Bretagne. Je suis bibliothécaire et j'ai été, peut-être certains me connaissent, j'ai été longtemps chargée de mission sur les questions de public éloigné du livre et d'illettrisme. Je rebondis sur la question qu'a posée Claire Extramiana. Je ne peux pas m'empêcher de faire un petit coucou breton en pensant à un autre témoignage d'un homme. J'ai pensé pendant votre intervention, forcément, quand vous parlez du stress, des angoisses, des parcours comme ça, des choses que vous pouvez traverser. Et je pense au témoignage de Gérard Louviot. Il y a plusieurs choses. Il a fait d'abord un livre, je crois que ça s'appelait Orphelin des mots, mais il y a quelques années. Et plus récemment, une réalisatrice rennaise
a fait un très bon film, enfin, je trouve, qui circule maintenant en France, là, en ce moment même. Et ça s'appelle Au pied de la lettre. Et c'est pour rebondir sur ce que vous disiez, Claire. Enfin, la question que Claire vous posait, je vous encourage à visionner ce film parce qu'on y voit le parcours d'un homme qui s'en sort avec difficulté, qui réapprend à lire, lui, vers 40 ans. Mais qui s'en sort plus ou moins en fait. Ça passe quand même par beaucoup de violence. Voilà, ça passe par des excès, ça passe par un moment il s'en sort et puis un moment c'est plus difficile. Enfin, voilà, c'est comme vous, quelqu'un qui avait des problèmes avec la dyslexie et pas détecté, qui est passé par un IME tellement ils n'avaient pas compris les difficultés qu'il avait traversées. Enfin, voilà, je voulais juste témoigner de ça, mais je n'ai pas vraiment de questions. Je voulais vraiment vous remercier voilà, sincèrement. C'est moi. Merci beaucoup. Une dernière question. Alors Agnès, de l'autre côté, ici, devant. Voilà. Et puis, on va passer à l'intervention suivante. Merci. En fait, j'aurais une question par rapport aux bibliothèques, comme quoi vous disiez que vous aviez une certaine honte à oser rentrer en fait dans les bibliothèques, et je me demandais si maintenant que elles se transforment en médiathèques avec de plus en plus de médias, que ce soit le DVD, des ressources numériques ou même parfois des prêts d'instruments et tout, si c'était quelque chose qui, à votre avis, pouvait aider justement à ce que des personnes en situation d'illettrisme osent franchir la porte de la médiathèque parce que on y trouve maintenant autre chose que le support livre. C'est très bien tout ce que les bibliothèques mettent en place maintenant. C'est vraiment... c'est vraiment... mais comment faire pour que les personnes illettrées rentrent dedans? Ça reste dans nos têtes livres. Et du coup, on ne s'autorise pas à rentrer dans une bibliothèque. C'est un monde d'intellectuels, de personnes intelligentes, parce que souvent on a été traité d'imbéciles et pire encore. Donc, comment faire pour pouvoir y rentrer? Moi-même, je rentre dans une librairie maintenant, au contraire, avec plaisir, je discute et je choisis un livre. Je discute avec la libraire, mais dans une bibliothèque, je le fais pas encore parce que j'ai toujours un peu peur. Je sais pas pourquoi. Mais je vais avoir du temps et je vais pouvoir m'y mettre. Vraiment, parce que ça fait un moment que ça me mijote dans la tête. Rentrer dans une bibliothèque juste pour s'asseoir et essayer de comprendre tous ces livres, enfin tout cet univers qui est formidable, parce que c'est là la vraie connaissance. C'est ça la vraie connaissance. La connaissance des mots, elle est dans les bibliothèques. Et je ne sais pas comment faire pour mettre des personnes comme moi dans vos murs. Je m'y attelle, je réfléchis. Déjà, j'ai fait un livre pour dire, tiens, voilà, c'est un fil conducteur, mais leur donner l'enthousiasme d'y aller, je ne sais pas comment faire pour ça. On a encore beaucoup de travail à faire dans les bibliothèques aussi, c'est sûr. Merci beaucoup Aline de votre témoignage. Donc le livre d'Aline Le Guluche est disponible en librairie et dans les bibliothèques de la Manche.